Les critiques de la Cour des comptes, on en débat tout de suite dans Sens Public et je vous présente mes invités. Marie-Estelle Pech, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Marianne, spécialiste des questions d'éducation. Sophie Vénétité, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes secrétaire générale du SNES FSU. Guillaume Prévost, bonsoir, délégué général de Vers le Haut. C'est un think tank dédié à la jeunesse et à l'éducation et qui publie d'ailleurs ce think tank Changer l'éducation, c'est possible. Voilà, on le voit s'afficher, ouvrage collectif. Et puis avec nous en duplex, Ilana Sicurel, qui est porte-parole de La République En Marche, déléguée nationale en charge de l'éducation, de la formation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Bonsoir, bienvenue à vous aussi, Laetitia Krupa, toujours à mes côtés. Je rappelle, on l'a vu, hein, mais le chiffre peut-être le plus frappant de ce rapport de la Cour des comptes, les heures d'absence courtes, 2 500 000 heures perdues et 1 sur 5 remplacées. Sophie Vénétité, vous dites que la Cour des comptes est déconnectée de la réalité. Mais est-ce que vous contredisez ou pas ces chiffres déjà, pour commencer ? Déconnecté de la réalité, pas forcément sur le constat, mais plutôt sur les propositions qui sont faites pour faire face à ce constat, puisque finalement la Cour des comptes a proposé des choses comme la bivalence, c'est-à-dire qu'un professeur enseigne 2 disciplines, mais surtout une des mesures qu'elle a d'ailleurs recyclées, c'est de dire il faudrait pouvoir à l'interne d'un collège ou d'un lycée, quasiment au pied levé, pouvoir remplacer un professeur qui part en formation, un professeur qui est absent. Ça, concrètement, quiconque a déjà mis un pied dans un collège ou un lycée sait que ce n'est pas possible et que surtout que ce n'est pas positif d'un point de vue pédagogique pour les élèves. Alors, on reviendra sur les propositions et sur les solutions, mais sur le constat, comment c'est possible, tout simplement ? Tout simplement parce qu'en tant qu'enseignant, on est amené à se former, c'est-à-dire qu'on a passé un concours, mais après, on se forme tout au long de notre carrière, et quand on se forme, c'est aussi dans l'intérêt des élèves, c'est-à-dire qu'on va actualiser nos connaissances, on va, par exemple, s'approprier aussi des nouvelles techniques comme le numérique. Et donc, on se forme avec l'institution sur notre temps de travail. Il faut savoir qu'on se forme aussi parfois en dehors de notre temps de service, c'est-à-dire qu'on est déjà amené par des lectures ou autres à continuer à se former. Mais il faut bien avoir en tête que cette formation, elle est quelque part indispensable et elle se fait sur notre temps de service parce que finalement, c'est un acte qui est absolument incontournable. Alors, l'une et l'autre, comment vous analysez ce constat de la Cour des comptes, Marie-Estelle Pech ? Ce constat, effectivement, il n'est pas surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est le fait surtout que ce chiffre est en progression. Ce chiffre de 10% d'heures perdues, il est en progression de 24% entre 2019 et 2020, si je me souviens bien. Donc on voit bien que les choses ne s'améliorent pas parce que ces rapports, finalement, sur les absences des enseignants, on en a eu plein de la part de la Cour des comptes. C'est loin d'être le premier. Et ce qui est terrible, c'est de constater que... D'abord, les parents, et ça, la Cour des comptes le souligne, les parents supportent de moins en moins ces absences d'enseignants, et les élèves aussi s'en font l'écho sur les réseaux sociaux. On a la prof de maths qui est encore absente, 3 semaines, pas de remplacement. Les associations de parents d'élèves, elles tiennent des comptes maintenant assez précis sur des sites internet, elles comptabilisent, et effectivement, c'est assez colossal. On peut considérer que dans certains départements, certaines régions, surtout en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, où on a un manque d'enseignants, on peut avoir jusqu'à 1 an de scolarité perdue pour un élève sur l'ensemble d'une scolarité. Donc c'est vraiment énorme. Après, les constats, donc on les connaît depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier ? Moi, j'ai envie de dire pas grand-chose quand même. Parce que propose la Cour des comptes ? Elle dit l'essentiel de ces absences sont liées, comme le dit Madame Vénétité, aux absences liées à la formation continue. Donc il faudrait que Pourquoi ? Parce que la formation continue se passe pendant les heures de cours des élèves et ne se passe pas pendant les absences des élèves. Parce que ça pourrait être quoi, le mercredi ? Ça pourrait être le mercredi, ça se fait jamais le mercredi. Ça pourrait être pendant une partie des vacances scolaires des élèves, parce qu'il faut quand même rappeler que les professeurs ne sont pas censés être en vacances pendant les vacances scolaires. Ce sont les élèves qui sont en vacances. Les professeurs continuent à travailler. Ils ont le même régime que le reste de la fonction publique. Ils sont environ à 5 semaines de vacances par an. Donc on peut se demander pourquoi une partie de ces semaines ne sont pas sacralisées pour faire de la formation, éviter ces absences. Je vais évidemment vous proposer de répondre à cet aspect, mais sur la formation, Guillaume Prévost, si je ne me trompe, ça a été mis en place, en tout cas proposé par le ministre Jean-Michel Blanquer il y a 2 ans, le fait de pouvoir se former en dehors des heures de classe, quoi. Alors la formation des enseignants est identifiée depuis longtemps, avant Jean-Michel Blanquer, comme un
un levier très important de la réussite des élèves et de la progression des enseignants tout au long de leur carrière. C'est vrai dans l'éducation nationale, c'est vrai dans l'ensemble des métiers. On est face à un enjeu très important de formation continue sur l'ensemble des professions. C'est normalement vrai dans l'éducation. De ce point de vue-là, moi j'insisterai sur une autre dimension des chiffres qui sont révélés par la Cour des comptes, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20% des absences des enseignants qui sont dues à cette formation professionnelle continue. Et là, il y a un vrai sujet à, de notre point de vue, mieux objectiver l'ensemble des tâches des enseignants. Aujourd'hui, les textes réglementaires ne rendent pas compte de l'ensemble des tâches et des missions des enseignants et sont trop seulement focalisés sur le temps passé devant la classe. Or, on sait bien, comme vous l'avez dit, n'importe quelle personne qui va dans un établissement, c'est bien que parmi les missions des enseignants, il y a la relation avec les parents d'élèves, le travail pédagogique collectif, évidemment les corrections, la formation. Et donc de notre point de vue, il est urgent pour objectiver le débat, notamment au moment où s'ouvre le débat sur l'école dans cette campagne présidentielle, qu'on se donne la peine de mieux objectiver le temps effectif de travail des enseignants. Parce que là, je vous perds un peu pour être honnête. Votre position, c'est quoi ? Il faut que les profs se forment aussi le mercredi et pendant les vacances scolaires des enfants ? Il faut que les professeurs se forment. Il y a des propositions très intéressantes de la Cour des comptes de ce point de vue-là, notamment dans le cadre de parcours de formation. On n'est pas obligé de découvrir du mercredi pour le jeudi qu'on a une formation le lendemain. On peut aussi, en début d'année, avoir un parcours de formation intégré à son emploi du temps et qui permette à la fois de donner ces 15-18 heures de cours devant élèves et de se former tout au long de l'année, comme on le fait dans d'autres professions. Ça peut surtout s'anticiper, effectivement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un professeur, on sait qu'il va partir 3 jours pour une formation, les enseignants devraient pouvoir, en interne, anticiper et se remplacer les uns les autres, dire moi je serai absent à tel moment. D'ailleurs, ça marche dans certains établissements scolaires. Il ne faut pas dire que tout ne fonctionne pas. On a des chefs d'établissement et des enseignants qui sont de bonne volonté et qui... Alors, il ne s'agit pas de dire que tout est remplaçable, parce que ce n'est pas vrai. L'enseignant qui est malade du jour au lendemain, on ne va pas pouvoir le remplacer comme ça au pied levé. Celle qui est en congé maladie, maternité, ça s'anticipe d'une autre façon, parce que c'est une absence longue. Mais une petite absence de 3 jours... Alors, Madame Vénétité dit que d'un point de vue pédagogique, c'est pas souhaitable. Moi, je pense que c'est quand même davantage souhaitable pour un élève d'avoir un autre professeur qui n'est pas forcément préparé, qui n'est pas forcément exactement dans la même méthode pédagogique que l'enseignant absent, que d'être à l'étude et à ne rien faire. Voilà. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. Je viens d'apprendre quelque chose, que les professeurs n'étaient pas en vacances pendant que les élèves étaient en vacances. Je vous assure, et je ne fais pas ça avec un mauvais esprit. Je suis absolument sincère, je pensais que les professeurs étaient en vacances. Donc, que font les professeurs ? Est-ce qu'ils travaillent pas ? Mais comment ? Est-ce que c'est contrôlé ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ce n'est pas contrôlé, mais ils travaillent pendant les vacances. Au moins une partie du temps scolaire des élèves, ils travaillent, ils préparent leurs cours, ils corrigent des copies. Ils travaillent aussi pendant les vacances. Leur temps de travail ne se résume pas au fait d'être devant les élèves. Est-ce que l'éducation nationale ne souffre pas d'un manque de transparence, en fait, sur... c'est pas contrôlé. Sophie Vénétité, il y a plein d'éléments qui ont été donnés, mais moi, je voudrais vraiment qu'on reste focus sur l'histoire de la formation. Bien sûr. Alors, juste quand même sur la question du temps de travail des enseignants, le ministère est très transparent parce que lui-même produit des enquêtes où il montre qu'on travaille un peu plus de 40 heures par semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est objectivé, qui est connu de toutes et tous. Après, pour revenir sur la question de la formation, vous disiez, parce qu'il faut bien y distinguer des formations un peu plus longues. Tout à l'heure, vous parliez des 3 semaines de cours perdus, etc. Ça, c'est un autre sujet où effectivement, on manque cruellement de remplaçants. Maintenant, si je prends l'exemple du départ de 3 jours en formation ou d'une journée en formation, déjà, il arrive parfois que ces formations tombent sur un jour où on n'a pas forcément cours. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une formation le vendredi qui est un jour où je n'ai pas cours. Donc ça arrive. Par ailleurs, il ne faut pas croire que quand on part en formation, on laisse nos élèves comme ça, sans rien leur donner. Vous disiez, vaut mieux un prof qui ne sait pas trop ce qu'il va faire plutôt que laisser les élèves comme ça. Non, on est quand même un certain nombre. Quand on part en formation une journée ou 2 journées, on donne du travail à nos élèves. C'est-à-dire qu'ils sont pas... Non, mais pardon, mais ce qui est dingue, c'est que ça se prépare une formation. Elle doit être prévue dans un calendrier et donc on devrait pouvoir prévoir un remplacement. Parce que quelqu'un qui tombe malade, c'est difficile de le remplacer du jour au lendemain. Je l'entends, mais une formation qui est prévue 6 mois à l'avance, pourquoi il n'y a pas de remplaçant ? D'ailleurs, on s'inscrit suffisamment à l'avance pour pouvoir être formé. Après, est-ce que quand même l'idée qu'un professeur quasiment du jour au lendemain ou dans un établissement prendrait une classe sans la connaître, il faut bien savoir ce que c'est que connaître une classe quand on est enseignant. Quand vous débarquez
et que vous ne connaissez pas la classe, que vous venez pour, 1 ou 2 heures sur 2 jours, que vous découvrez la classe, l'endroit où ils sont dans le programme, mais c'est quand même c'est mieux que le vide. Mais sachant qu'on leur donne, sachant qu'on leur donne du travail quand on est en formation. Alors, après, moi, je vous parle en tant qu'enseignante, c'est-à-dire qu'en tant qu'enseignante, et je crois que je peux en parler de ce point de vue-là sur ce plateau, c'est que prendre une classe à l'improviste, c'est quand même c'est sûr, vous faites du présentiel, vous affichez. Il n'y a pas d'absence, il y a un professeur, un adulte devant chaque élève. Après, moi, je vous pose très clairement la question, est-ce que le but, c'est de faire du présentiel et de remplir la statistique, il n'y a pas d'absence, ou est-ce que le but, c'est d'apporter quelque chose aux élèves ? Je vais me tourner vers Ilana Sicurel, qui n'a pas encore pris la parole dans ce débat. Merci d'être avec nous encore une fois, parce que je disais tout à l'heure, je demandais à Guillaume Prévost si effectivement sur cette question de la formation et du fait qu'on propose aux professeurs, aux enseignants de se former sur un temps qui n'est pas leur temps de cours habituel. Ça a été une proposition de Jean-Michel Blanquer il y a 2 ans, si je ne me trompe. Est-ce que vous avez des éléments, des chiffres sur son application ? D'abord, je voulais rappeler, bonsoir à toutes et à tous, qu'il y a aussi les absences longues et que sur les absences longues, on est à un taux de 96% de remplacement pour le lycée. C'est important de le rappeler. Donc, il faut circonscrire la question qu'on traite ce soir. Alors, les absences courtes qui sont liées en partie, comme ça a été effectivement rappelé par la Cour des comptes, à la formation. D'abord, il faut se réjouir, comme plusieurs des intervenants ce soir, que les professeurs se forment. C'est extrêmement important. C'est sûr. Les chiffres de la Cour des comptes se fondent en fait sur 2018-2019. Donc il y a un certain nombre de mesures que je voudrais partager avec vous, dont on ne voit pas encore les effets, mais qui vont totalement changer la donne. Par exemple, vous avez la possibilité d'avoir 2 heures supplémentaires dans une équipe. Le chef d'établissement est de plus en plus en mesure de confier, donc avant c'était 1 heure, maintenant c'est 2 heures, ça change beaucoup, d'heures supplémentaires pour remplacer un de ses collègues. Ensuite, vous avez les directeurs d'école qui acquièrent maintenant une grande autonomie, donc ils pourront davantage s'organiser pour effectivement anticiper tout cela. Troisième élément, qui est un élément très intéressant, c'est que la formation, et avec la pandémie ça va encore plus vite, elle est de plus en plus aussi sur support numérique. Donc cette formation, elle va pouvoir s'adapter aussi davantage aux contraintes des professeurs. Cet effet, on va le voir progressivement. Mais il y a une autre piste que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il y a eu un renforcement, il y a la possibilité, c'est tout à fait nouveau, ça va être en janvier 2022, pour les surveillants, les assistants d'éducation, d'avoir des heures supplémentaires, donc d'être davantage présents et de pouvoir donc adapter. Si on a besoin d'un assistant d'éducation pour encadrer une classe, ça va être très utile. Pourquoi est-ce que ça va être utile ? Je vous interromps, c'est très intéressant. Je reprends la main. Ilana Sicurel, je suis sûr que vous m'entendez, donc je reprends la main. Vous avez ouvert des thématiques sur lesquelles on va revenir, notamment la question de l'autonomie des directeurs d'école qui est très importante, mais vous n'avez pas du tout répondu à ma question, donc je vous la repose. Est-ce que oui ou non, depuis que Jean-Michel Blanquer a proposé aux enseignants de se former, par exemple, sur le temps des vacances scolaires, est-ce que oui ou non, ça se met en place ? Et est-ce qu'il y a oui ou non des professeurs, c'est sur la base du volontariat, qui répondent oui, on y va ? Oui, je pense que ça se met en place et je pense que les professeurs sont les premiers à dire leur temps de travail, il dépasse de loin le temps de présence face à élèves. Donc on comprend très bien que le temps qui n'est pas devant élèves, soit les petites vacances, soit les temps où on n'a pas cours, puisse être utilisé pour la formation. J'ai pas de chiffres à vous livrer ce soir, mais je pense que effectivement ça c'est en train de se transformer. Alors, on vous redonne la parole dans un instant. Mais je reviens vers vous. Pardon, il y a un petit problème technique et je reviens vers vous. Vraiment, c'est promis, Ilana Sicurel, pendant le débat, vous aurez la parole à plusieurs reprises. Marie-Estelle. La Cour des comptes en parle de ces formations pendant les vacances scolaires parce que c'est pas nouveau en réalité. On a des enseignants qui se forment pendant les vacances scolaires, mais c'est extrêmement limité. C'est des gens qui sont très volontaires, etc. Et le volume total des formations pendant les petites vacances scolaires, c'est de l'ordre de 1%. Voilà. D'accord. 1% du volume de formation. Et on peut pas, Merci, j'ai une réponse à ma question. Ça ne peut pas être contraignant. Et d'ailleurs, la mesure qui a été mise en place par Jean-Michel Blanquer, parce qu'il sait que les enseignants n'ont
c'est logique d'ailleurs, ils considèrent qu'ils sont quand même aussi en vacances, enfin même si ce ne sont pas des vacances sur un plan, bref, ils sont quand même en vacances. Donc ils sont quand même globalement assez réticents, voire très réticents sur cette histoire de formation pendant les vacances scolaires, dès qu'il a proposé 140 €, je crois, brut d'indemnité par jour de formation aux enseignants qui acceptent de se former pendant les vacances scolaires. Mais même malgré ça, visiblement, ça patine. Guillaume Prévost. Sur la formation, je voudrais... Parce que finalement, là, on parle que de formation externe. Comme si, après tout, pour se former, il fallait absolument quitter son établissement. Mais si on regarde l'enquête Thalys de l'OCDE, qui compare un peu la façon dont sont organisées les écoles dans les différents pays de l'OCDE, on se rend compte que l'école française est l'école où les pratiques coopératives entre professeurs sont les plus faibles. L'école française est l'école dans laquelle la part des professeurs qui vont dans les autres, et là ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, qui vont dans les autres classes voir comment leurs enseignants se débrouillent avec des élèves qui sont peu ou prou comparables, c'est en France que les enseignants le font le moins. On est dans une approche de l'école et de l'enseignant un peu monolithique face à sa classe et tout l'enseignement serait là. Or, il y a un enjeu considérable à s'inspirer de ce qui fonctionne, en France comme à l'étranger. Et ce qui fonctionne, c'est le collectif, les pratiques pédagogiques larges, l'école qui s'intéresse aux pratiques périscolaires, aux différents temps de l'enfant, à la relation avec les familles. Et là, il y a un vrai enjeu. On a parlé un peu de objectivation des temps de travail de l'enseignant, et je pense que c'est un vrai besoin pour l'ensemble du corps éducatif. Pardon, moi je comprends pas quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit être professeur dans le secondaire, c'est 15 ou 18 heures en fonction de son statut. Si je suis agrégé, c'est 15 heures, si je suis certifié, je suis à 18 heures. Dans le primaire, je dois faire 25 heures, et en plus, j'ai 108 heures sur l'année pour faire tout le reste. Notre proposition, c'est de dire, il faut qu'on se rende mieux compte de ce que ça veut dire. On dit corriger les copies. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est combien d'heures ? On dit exactement. On dit parler avec les parents. Combien d'heures ? Quels objectifs ? Est-ce qu'on doit voir les parents 3 fois par an, 2 fois par an, 1 fois par an ? Et là, on pourra rentrer pour de vrai dans des débats constructifs en apportant des solutions constructives visant à donner davantage de grains à moudre aux acteurs de terrain. Et pas à avoir des discussions un peu de slogan. Est-ce que vous êtes prêt, Sophie Vénétité, à cette forme de transparence d'une certaine façon dans l'utilisation de votre temps de travail, la ventilation de votre activité finalement ? C'est absolument pas une question taboue. La transparence, on le fait. D'ailleurs, je vous en parle assez librement ce soir, et je vous le dis, on a effectivement un temps de travail qui est de plus de 40 heures, ce qui d'ailleurs nous place au-dessus des 35 heures de la plupart des salariés, et on a effectivement du temps devant élèves, du temps de correction. Alors après, le temps de correction et le temps de préparation des cours, il dépend aussi des niveaux, il dépend aussi des années, il dépend des disciplines. Moi, je vois par exemple cette année, j'ai des classes qui ne ressemblent pas du tout à celles de l'an dernier, et j'ai aussi modifié des choses dans mon approche avec les élèves, et donc je ne prépare pas les choses de la même manière. C'est pas le même travail. Donc voilà, nous on vous le dit très clairement. Aujourd'hui, le métier d'enseignant, c'est un métier avec un temps de travail qui est extrêmement important. C'est d'ailleurs, parce que j'entends beaucoup depuis tout à l'heure pointer du doigt des enseignants qui voudraient pas se former pendant les vacances, qui voudraient pas faire ceci, qui voudraient pas faire cela. Je suis pas certaine que la solution, par exemple à la crise d'attractivité très importante que connaît le métier d'enseignant, soit à pointer systématiquement du doigt les soi-disant privilèges des enseignants. Donc on est capable de dire ce qu'on travaille, on est capable de dire aussi quels sont nos besoins. Après, interrogeons-nous aussi sur la responsabilité de l'institution et pas seulement des enseignants dans ce qui se passe, parce que j'entendais un certain nombre de propositions qui étaient faites ou qui vont être faites par Jean-Michel Blanquer. On est quand même sur là aussi des solutions qui sont assez déconnectées de la réalité. C'est quand même un milieu professionnel ultra sensible. Enfin, je veux dire, qu'on soit parent, qu'on soit journaliste, que vous soyez là sur le plateau, vous parlez tout de suite avec de l'émotion, vous dites pointer du doigt, c'est factuel ce que Madame vient de dire, c'est factuel. 1% des profs qui acceptent de se former pendant les vacances scolaires, on n'est pas en train de pointer du doigt, on est en train de relever des chiffres. Vous avez dit tout à l'heure, en vous étonnant qu'on travaillait pendant les vacances. Voilà, mais moi, pardon, c'est mon inculture crasse, mais je ne savais pas, je vous l'assure, je l'apprends. Il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui ne le savaient pas non plus. Je vous le dis très tranquillement. On ne peut jamais parler tranquillement de l'école de façon transparente sans que ça devienne, et encore une fois, un terrain émotionnel. Mais pourquoi on ne peut pas en parler tranquillement? Après, vous pointez pas du doigt, on essaie de comprendre pourquoi. Je vous en parle très tranquillement. Ce métier qui est formidable n'attire plus les vocations. C'est quand même. Là, il faut probablement défendre un peu probablement un peu les enseignants. Là, j'irais clairement dans ce sens-là. Ensuite, si on regarde, depuis tout à l'heure, on a parlé de remplacement d'institutions, de comment on gère les heures supplémentaires, la Cour des comptes plat. C'est très technique, la question du remplacement des enseignants. Mais finalement, derrière, il y a des vraies personnes. Il y a des vraies personnes qui arrivent devant un établissement. Ah, ma collègue n'est pas là, comment je fais pour la remplacer? Il y a
Alors là, je voudrais pas me faire un peu le porte-parole des professeurs, mais il y a une vraie souffrance au travail des professeurs qui est probablement pas assez prise en compte. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un constat. Loin de ce qu'on peut penser dans le débat public, en fait, les arrêts maladie des professeurs ne sont pas supérieurs à ce qu'ils sont dans d'autres professions, et ils sont même légèrement inférieurs à ce qu'ils sont en moyenne dans la fonction publique d'État. C'est des moyennes, 7,1 jours dans la fonction publique et 6,7 pour les enseignants. Donc il y a probablement aussi des choses qu'on a beaucoup dit sur les professeurs, on a beaucoup attaqué les professeurs et qui expliquent la façon dont les professeurs se sentent obligés de se défendre, qu'il faut un peu Pardon, mais moi, dans ce rapport de la Cour des comptes, moi, ce que je retiens quand même, c'est, je reviens sur cette histoire de formation et d'heures perdues, parce que c'est quand même le sentiment qu'en tant que parent d'élève, on peut avoir en se disant, bah non, mon enfant, il n'a plus de prof d'espagnol, il n'a pas de prof de maths, etc. C'est des heures perdues. C'est que l'éducation nationale manque d'outils fiables pour savoir où sont effectivement les profs et comment on peut les remplacer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est une gestion effectivement du remplacement qui pourrait être sérieusement améliorée. Il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien. Et puis mais je voudrais quand même revenir sur une chose, parce qu'effectivement on parle beaucoup des enseignants, mais l'institution, elle a quand même beaucoup aussi à s'interroger sur la façon dont elle organise, ne serait-ce que les concours, les examens, le bac, le brevet. Tout ça, quand on organise le bac, ça bouscule complètement le fonctionnement des établissements scolaires. Dans les heures dont on parlait, il y en a les 2 tiers qui sont dus au système éducatif et 1 tiers lié aux problèmes de santé ou familiaux des enseignants. Oui, voilà. Alors quand vous avez le brevet, tout est fermé, le collège, l'ensemble du collège, alors que ça ne concerne que les élèves de 3e. Pour le bac, c'est pareil, ça affecte l'ensemble du lycée, donc les élèves de terminale, mais aussi de première, de seconde, et peut-être même parfois des collégiens quand il s'agit de cité scolaire. Donc là, on a des semaines et des semaines de cours qui s'envolent en fumée. Et ça, c'est vraiment lié au fonctionnement intrinsèque de l'éducation nationale. Ce n'est pas les enseignants qui en sont responsables. Un mot de réponse là-dessus, et ensuite je vais chercher Ilana Sicurel. Sur la question de l'organisation, et notamment des examens, je ferais juste remarquer que par exemple dans la réforme du baccalauréat là, qui va se mettre en place, il y a maintenant des épreuves au mois de mars. Donc là, par exemple, au mois de mars, avec la réforme de Jean-Michel Blanquer, il va y avoir 3 à 4 jours d'épreuves en plein milieu du mois de mars, et avec effectivement des établissements qui pourraient être fermés, alors qu'avant, dans le précédent bac, on était sur la fin de l'année scolaire quand les choses étaient jouées. Donc après, il faut aussi voir qui... Je voudrais, Ilana Sicurel, vous entendre là-dessus, notamment sur la part du contrôle continu. J'ai cru comprendre quand même qu'elle devenait plus importante, donc ça pourrait régler une partie des difficultés évoquées par Marie-Estelle Pêche à l'instant. Oui, mais écoutez, moi, je voudrais qu'on se recentre sur l'élève, parce que je crois que ce qui est notre préoccupation à tous, c'est de se dire qu'à partir du moment où un enfant est dans la classe, il doit pouvoir recevoir un enseignement. Et je crois qu'on doit partir de là. Je crois que c'est un engagement et on doit évoluer vers ça. Je l'ai dit tout à l'heure, la clé, c'est plus de moyens. C'est le cas parce qu'il y a des heures supplémentaires qui vont être possibles de mobiliser chez les profs. Ensuite, vous avez l'autonomie, c'est très important. Vous avez le directeur d'école qui, aujourd'hui même... Mais je vais vous interrompre, vous répétez exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais excusez-moi, je vous ai posé... Moi, ça m'arrive rarement de m'énerver, mais je vous ai posé une question précise sur... Est-ce qu'en plus, elle peut être plutôt favorable au ministre? Est-ce que le contrôle continu, ça permet de réduire le nombre d'heures ou de jours d'établissements fermés à cause des concours, du bac, du brevet? Merci de répondre. Oui, bien sûr que c'est le cas. Mais c'est difficile de participer à un débat quand on est loin. Et moi, je voulais partager avec vous des solutions innovantes qui sont en train d'être expérimentées. Si ça vous intéresse, je serais ravie de vous en parler. Celles que vous avez déjà présentées tout à l'heure, allez-y. Parce qu'on cherche des solutions pour les élèves. On parle... Voilà. Et je crois qu'on doit trouver des moyens d'avoir plus d'heures remplaçants. Mais je crois qu'on a découvert aussi avec la pandémie que le numérique ne pourrait jamais remplacer le professeur. Je crois qu'on s'est tous rendu compte, ceux qui ne s'en rendraient pas compte, que le professeur, il est au cœur de la transmission et rien ne peut se faire sans lui. Maintenant, quand vous avez effectivement, le professeur le disait très bien tout à l'heure, il n'y a rien de pire que d'arriver devant une classe qu'on ne connaît pas et tout d'un coup d'improviser quelque chose, c'est pas forcément la meilleure solution. Et on est en train de développer pour justement ces absences très courtes des modules qui sont
pensés par des professeurs et en lien avec l'inspection, qui vont être très adaptés à l'endroit du programme où les enfants sont avec les élèves, avec le professeur. Le professeur qui doit s'absenter va pouvoir dire exactement où il en est, et vous avez la possibilité d'avoir via le numérique des choses qui sont proposées, pas des vidéos balancées comme ça, mais des choses très adaptées et qui permettent au professeur d'avoir un retour sur qu'est-ce qu'ont fait les enfants en son absence et que ce soit optimisé. Autrement dit, évidemment, rien ne peut remplacer la présence du professeur, mais si ces moyens numériques sont une véritable révolution qui vont permettre, dans la continuité de l'enseignement du professeur, d'optimiser ces moments où éventuellement il doit s'éloigner de sa classe. Et moi, je voulais le partager avec vous pour qu'on ne soit pas simplement en train de déplorer qu'on avance, qu'on progresse, mais qu'on n'y est pas encore. Il y a vraiment des outils, surtout pour ces temps courts de remplacement où un professeur va se former. C'est très important qu'il se forme et ça va dans le sens de l'attractivité du métier, qu'il puisse se former. Merci beaucoup. Pardon de vous avoir interrompu une nouvelle fois. Sophie Vénétité, alors réponse tout de suite sur le numérique. En quoi il faut quand même qu'il y ait un adulte dans la classe, j'imagine. Donc comment ça pourrait se mettre en place, ce module? C'est vrai que si on imagine un module avec par exemple 2-3 exercices à faire en lien avec le cours avant, après, etc. Il y a déjà des choses qu'on peut donner peut-être au format papier aux élèves pendant notre absence, mais mettons là maintenant c'est le numérique. Il faut forcément à un moment quelqu'un pour encadrer une classe. Je veux dire, je pense que personne autour de cette table n'imagine laisser une classe en autonomie la plus totale. C'est sûr, moi je suis en lycée, on laisse pas nos classes en autonomie la plus totale. Donc ça veut dire quand même quelqu'un pour encadrer tout ça. J'entendais parler des surveillants, c'est-à-dire les surveillants qui sont à la vie scolaire, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les surveillants, ils ont déjà énormément de travail dans les établissements scolaires. C'est eux qui surveillent la cantine, la grille, etc. En période de Covid, ils ont été très très pris par la surveillance de plein de choses. Et aujourd'hui, se dire qu'on va demander aux surveillants d'en faire encore plus, alors qu'ils sont déjà, les vies scolaires sont en train d'imploser, et qu'on va leur demander, alors quelle va être leur place par rapport à l'enseignant, parce qu'ils n'ont pas le rôle d'un enseignant. Tout ça laisse quand même des contours assez flous et moi me laisse assez perplexe sur la capacité. Et sur les heures supplémentaires, parce que Ilana Sicurel en a parlé 2 fois, le fait d'avoir doublé cette capacité d'utiliser les heures supplémentaires, donc ça veut dire un professeur dans l'établissement qui va faire des heures supplémentaires pour remplacer un de ses collègues absents. Alors il y a 2 choses. En fait, la deuxième heure supplémentaire dont il était question, c'est une heure supplémentaire qu'on fait en plus toutes les semaines dans le cadre de notre service. Par exemple, je vais prendre 2 heures supplémentaires, moi ça me fait une classe en plus. Donc il y a ça. Et puis après, il y a l'autre possibilité qui est de prendre, d'avoir 1 heure en plus la semaine prochaine pour remplacer, par exemple, ma collègue dans la classe. Ça peut fonctionner, ça ? Alors, c'est 2 choses différentes. Dans la deuxième option, qui était peut-être celle qui nous intéresse le plus dans le cadre des remplacements, là encore, si ça veut dire prendre au pied levé une classe, d'un strict point de vue pédagogique, et puisqu'on est là pour parler des élèves, ça peut permettre de bricoler quelque chose. Mais c'est pas l'idéal. Et quant aux heures supplémentaires de manière générale pour les enseignants, moi je voudrais juste rappeler qu'effectivement ce gouvernement les a augmentées pour les enseignants, mais qu'on touche à la limite humaine de l'exercice, parce qu'en fait toutes les heures supplémentaires ne sont pas prises, elles ne sont pas consommées, parce qu'en fait on arrive à la limite, parce que des heures supplémentaires c'est des classes en plus, des élèves en plus, des réunions en plus, et si on veut bien faire notre travail, à un moment on peut pas enchaîner les classes et les élèves. Donc il y a quand même des limites à ce qui a été dit. Allez, le temps file, il nous reste que 10 minutes, allez-y. Simplement ajouter que les heures supplémentaires, certains enseignants n'en veulent pas. Tout simplement, ça peut être par exemple des enseignantes qui viennent d'avoir un bébé, qui ont pas envie de se surcharger leur emploi du temps. Vous avez des âges, vous avez envie de faire plus d'heures supplémentaires, de gagner un peu plus d'argent. D'autres, vous préférez vous préserver. Donc, ça peut pas être la solution effectivement absolue pour résoudre ce problème des absences. Et puis, on n'a pas parlé des absences longues, des absences non remplacées longues, mais il faut savoir qu'on a des territoires comme la Seine-Saint-Denis qui cumulent toutes les difficultés, où d'une part, il y a un manque d'attractivité énorme, parce que les difficultés sociales des enfants, ils sont telles, et sociales en général de la population, ils sont telles que les enseignants n'ont pas envie d'aller y enseigner. Donc vous avez un manque évidemment des difficultés à attirer les enseignants, donc vous avez évidemment beaucoup de mal à les remplacer, et vous avez même à l'école primaire. Alors là, attention, on ne parle pas de collège et lycée, on parle d'école primaire. Donc d'enfants qui ne peuvent pas se garder tout seuls. Donc l'enfant, il ne peut pas être accueilli dans la classe parfois pendant des jours, voire des semaines. C'est ce qui se passe actuellement en Seine-Saint-Denis quand même. Avec le Covid, en plus, on passe à la surdémultipliée.
Et ça met les parents dans une panade pas possible. Qu'est-ce qu'ils disent à leurs employeurs? Enfin, depuis 2 ans, là, on peut pas en permanence dire, excuse-moi, je suis désolé, je peux pas venir travailler, je peux pas venir travailler. Donc c'est un problème social qui est très fort. On voit les répercussions fortes de ces non-emplacements. Vous parliez et on l'a évoqué plusieurs fois, du manque d'attractivité du métier d'enseignant. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre parce que, rebonsoir Steve, la Cour des comptes pointe ce manque d'attractivité. Ça tombe bien, le Sénat s'était emparé de cette question. Oui, c'est un rapport publié il y a 3 semaines et remis par le sénateur Les Républicains Gérard Longuet. Ce rapport analyse précisément les raisons de ce manque d'attractivité du métier d'enseignant. Et parmi ces raisons, il y a une grille salariale, vous en parliez tout à l'heure, une grille salariale défavorable aux enseignants en début de carrière. Leurs rémunérations sont en deçà de la moyenne européenne. Selon l'OCDE, le salaire des enseignants du primaire et du secondaire, après 10 ou 15 ans, est inférieur d'au moins 15%. On le voit à l'écran, 15% par rapport à la moyenne de l'OCDE en parité de pouvoir d'achat. Et puis regardez cet autre chiffre, Thomas. Au cours des 20 dernières années, les enseignants français ont par ailleurs perdu entre 15 et 25% de leur pouvoir d'achat en euros constants. Et puis dernier chiffre important, les salaires des professeurs du public sont très inférieurs à ceux des actifs du privé, moins 23% à l'école élémentaire, moins 12% au collège. Et quelles sont les solutions proposées par le Sénat? Une revalorisation salariale, bien évidemment, notamment pour les débuts de carrière. Alors, cette revalorisation a été enclenchée sous Emmanuel Macron, mais elle doit se poursuivre et aller plus loin, selon les sénateurs. Rappelons que l'année prochaine, 726 millions d'euros de revalorisation sont prévus dans le budget de l'État. Et puis, autre mesure proposée par les sénateurs, Thomas, des recrutements d'enseignants pour anticiper les évolutions démographiques, ou encore une augmentation du budget formation des enseignants. Vous en parliez là encore tout à l'heure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget moyen consacré à la formation continue est de 87 € annuels par enseignant. C'est trop peu, selon les sénateurs. C'est en tout cas insuffisant pour rattraper le déficit accumulé par la France dans ce domaine. Merci beaucoup, merci Steve pour ces éléments. Je voudrais qu'on ouvre un chapitre dans ce débat sur la question de l'autonomie ou du pouvoir des directeur d'établissement, parce qu'il nous reste, voilà, je vous tiens au courant, il nous reste 7-8 minutes, donc le temps file vite, c'est bon signe, le débat est passionnant. Est-ce que ça vous semble un élément central, ça, Guillaume Prévost? Je voudrais prendre le débat plus largement et au-delà des directeurs d'école. On parle beaucoup d'heures supplémentaires, on parle d'un débat qui est très technique finalement pour les Français et qui explique la difficulté à amener ce débat au cœur de la campagne présidentielle où on a tendance à privilégier des débats qui sont à mon sens moins intéressants. Comment rendre le débat plus intéressant pour les Français? Je crois qu'il faut arrêter de parler de choses trop techniques, trop réglementaires, qui ne correspondent pas au vécu des Français. Il y a 1 million de professeurs en France. Tout le monde connaît un instituteur, un professeur des écoles, un professeur au lycée, au collège. Il y a des réalités humaines derrière. Or, quelle est la réalité humaine? Et ça, la Cour des comptes le dit très clairement. 40 ans de réformes successives qui, sans arrêt, sont venues donner des coups de butoir à la condition enseignante, qui d'ailleurs ont largement consommé les heures de travail consacrées à la formation, sans résultat tangible ni pour les élèves, ni pour les parents, ni pour les enseignants. Là, de ce point de vue-là, il y a un vrai aggiornamento, révolution copernicienne à opérer sur la condition enseignante. Et de ce point de vue-là, l'avancée visant à donner plus de marge de manœuvre, plus de latitude, plus de pouvoir d'initiative aux acteurs locaux, directeurs d'école, chefs d'établissement, proviseurs, enseignants et même au-delà, les éducateurs, l'ensemble des éducateurs dans les clubs sportifs, dans le périscolaire, est déterminante. Non, pas du tout, c'est pas rien à voir avec le collège unique. Par contre, ça amène, alors c'est pour déconnecter, mais on peut en parler. Ça amène à se poser la question de comment donner la capacité à chacun de véritablement endosser pleinement sa fonction et pleinement mener à bien des projets. Donc ça veut dire que le directeur d'établissement, il pourrait avoir des pouvoirs un peu de RH, d'une certaine façon de DRH, vis-à-vis des enseignants. Moi, je trouve que RH c'est très intéressant parce que dans RH il y a humain. Alors c'est probablement ce qui manque depuis le début. C'est probablement ce qui manque dans le système, un peu plus d'humain, moins de réglementaires, moins de décrets et plus d'humain. Aujourd'hui, les chefs d'établissement n'ont strictement aucun pouvoir, concernant de RH. Les enseignants viennent parce qu'ils ont réussi un concours, ils ont un certain nombre de points liés à leur âge, le fait qu'ils ont un certain nombre d'enfants, un enfant handicapé, qui sont mariés, pas mariés, etc. Et puis c'est tout, quoi. Donc sinon, il n'y a pas de RH, en tout cas proche du terrain. La RH est complètement centralisée. C'est le niveau central qui décide de tout. Emmanuel Macron, alors il est très régulièrement question de, effectivement, donner plus d'autonomie, plus de pouvoir aux chefs d'établissement.
d'établissement, que ce soit chez les professeurs, les proviseurs, les principaux et les directeurs d'école. On en est quand même très très loin. Il y a cette fameuse expérience qui a été annoncée par Emmanuel Macron à Marseille, où il est indiqué que les directeurs d'école pourraient avoir leur mot à dire sur le recrutement de certains enseignants. Ça concernerait 50 écoles. Attention, hein. Enfin, voyez, on est vraiment dans l'expérimentation. Tout le monde a poussé les hauts cris dans le milieu syndical et éducatif en disant que c'était la boîte de Pandore, etc. Pour l'instant, on est quand même dans quelque chose qui est très... qui reste hyper expérimental. Et généralement, tout ce qui concerne tout ce qui pourrait concerner cette augmentation de pouvoir entre guillemets hiérarchique des chefs d'établissement, finalement, elle reste toujours à la portion congrue. Par exemple, on parle très régulièrement des postes à profil. La Cour des comptes systématiquement dit qu'il faudrait. Alors les postes à profil, c'est les chefs d'établissement ne peuvent pas recruter d'enseignants, mais ils vont pouvoir quand même créer des petits postes. Alors par exemple, un prof qui enseignerait, qui viendrait de l'enseignement primaire, un instituteur, professeur des écoles, mais qui pourrait enseigner en 6e. Il ferait la transition. CM2 6e, ça peut être intéressant. Donc ça n'existe pas, on va créer un poste à profil et comme ça on va recruter la personne, on va la recevoir en entretien, c'est le chef d'établissement qui va décider. Mais ça, l'année dernière, c'était 200 postes. Vous voyez, on a combien d'enseignants? On en a 800 000. Donc tout ça pour vous dire qu'on est toujours dans l'ordre de l'expérimentation. Sophie Vinet-Tité, sur ce pouvoir supplémentaire qu'on pourrait donner aux chefs d'établissement, pourquoi ça coince? Pourquoi vous dites non d'une manière générale? Imaginons ce que ça pourrait donner dans un collège, dans un lycée, un chef d'établissement qui pourrait recruter des enseignants. Comment un chef d'établissement, c'est-à-dire une personne... Non, je parle alors je parle pas seulement du recrutement, le côté RH. Ah oui, de manière générale... être chargé aussi d'évaluer les profs, de les faire progresser en fonction de leurs résultats, en fonction de leur qualité, de leur mérite. Il y a plusieurs dimensions. Par exemple, sur le recrutement, moi je reste quand même sceptique sur la capacité d'une personne à recruter dans des disciplines différentes. C'est-à-dire que est-ce qu'un chef d'établissement va être en mesure de se dire là je peux évaluer, je peux me dire que lui c'est un bon prof d'espagnol parce que je sais ce que c'est qu'être un bon prof d'espagnol, parce que je maîtrise ce que c'est qu'être bon prof d'espagnol et en même temps je suis capable de dire ce que c'est qu'être un bon prof de maths. C'est-à-dire est-ce qu'une personne peut juger des compétences dans chaque discipline, dans toutes les disciplines d'un collège ou d'un lycée. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quand même un certain nombre de chefs d'établissement. Et sur le côté RH, parce que le débat se termine. Ah oui, sur le côté RH, après, la question qui a à se poser, c'est est-ce que ce lien direct entre un chef d'établissement et un enseignant, est-ce que c'est ça qui fait progresser le service public? Est-ce que c'est dans un sens de service public ou est-ce qu'on est sur un lien peut-être un peu plus de projet, voire un peu plus de concurrence parfois entre les uns et les autres? Et est-ce que c'est ça l'esprit du service public? À notre sens, c'est pas forcément celui de la mise en concurrence. Guillaume Prévost, très vite. Un exemple pour être très concret, parce que c'est vrai qu'on parle de choses compliquées. Collège expérimental Clistène à Bordeaux. Collège public. Le temps d'apprentissage des élèves est divisé en 3. Un tiers les matières générales, un tiers approche interdisciplinaire, comme à l'époque de la loi de refondation, un tiers pour les ateliers sportifs, culturels et techniques. Rythme des professeurs adapté. On n'est plus sur les 15 heures, on n'est plus sur les 18 heures. Tout le monde s'est mis d'accord. Les enseignants ont adopté de manière volontaire. 24 heures hebdo pour tout le monde. 15 ou 18 heures de cours, 13 heures de cours, excusez-moi, et 11 heures consacrées au travail en équipe. Ça, c'est intéressant. Oui, mais c'est le seul collège comme ça qui fonctionne en France. Alors, et vous en avez, c'est toujours le même qu'on cite et depuis 20 ans. Donc, coup, c'est un peu... oui, quand même, les candidats proposent ça. Yannick Jadot, notamment, on en reparlera, mais bon, il propose, oui, l'enseignement pratique au collège. Il y a aussi Fabien Roussel qui dit 32 heures à l'école. Voilà, les 32 heures à l'école. Les formations dans l'établissement, ça, c'est déterminant. Mais c'est pas vraiment très vite, Laetitia. Non, il n'y a pas toute la parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas vraiment un thème de campagne. Non, pas vraiment. Il y a uniquement Valérie Pécresse qui a fait de la famille vraiment un thème majeur de sa campagne, enfin qui commence évidemment, et qui parle d'une réserve nationale, par exemple, de retraités pour venir combler les absents, pour venir aussi aider aux devoirs à l'école de façon gratuite, de la primaire au lycée. Et elle dit aussi qu'il faut régionaliser les recrutements pour éviter que les jeunes profs soient envoyés partout. Voilà. Donc il y a quelques pistes, mais c'est pas encore vraiment le grand chantier. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci également à Ilana Sicurel qui était avec nous en duplex. Je rappelle le titre du livre collectif Changer l'éducation, c'est possible. Guillaume Prévost.